Alors les amis, j'ai réussi à ne pas détecter justement la faille. Ça veut dire que Serre doit faire le boulot. Je vous montre comment on travaille en bas niveau. On va installer une version modifiée de Radar 2 qui s'appelle Resin. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez extraire du BIOS, en tout cas de l'exécutable de votre fabricant, le fichier BIOS. Chez moi, c'est un fichier avec l'extension FD et comment on peut l'analyser en attendant que les constructeurs se sortent les doigts du cul. Donc je vais travailler sur deux papiers. On va parler firmware, on va parler d'attaque de supply chain, hein. Il n'y a pas de secret parce que c'est techniquement ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, il y a Microsoft qui nous a sorti un petit papier sur le hardening et je me suis dit que c'était toujours bon de comprendre en fait c'est quoi ce SSM, hein. Donc là, ça s'appelle plonger en profondeur en mode de gestion du système, comment l'isolation SSM renforce, ou en tout cas est censée renforcer la plateforme, hein. Il parle de Microsoft. Donc, s'assurer que le microprogramme de la plateforme est sain et digne de confiance est fondamental pour garantir que les puissantes fonctionnalités de sécurité de la plateforme Windows, telles que l'intégrité du code protégé par l'hyperviseur, qu'on appelle HVCI, et que Windows Defender Credential Guard fonctionne comme prévu. Le problème, c'est que à partir du moment où on peut pirater SSM, on peut également désactiver l'HVCI, on peut désactiver le Windows Defender Credential Guard. Donc c'est extrêmement sensible. Ça, c'est en train de compromettre tous les Windows 10, tous les Windows 11, et je vous parle pas de ceux qui étaient avant. Ok, donc ça touche chez Intel, chez AMD, je sais pas, mais chez Intel, on parle de 6 ou 7 générations de processeurs. Heureusement, pour l'instant, c'est que les portables. Il n'y a pas de PC tour, que vous l'ayez monté vous-même ou que ça soit un OEM, donc qu'il soit préconstruit par un fabricant. Là, on parle de portable. Ok, puisque à ma connaissance, je crois pas, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois que Inside H2O fait que des BIOS pour les portables. À vérifier. Donc Windows 10, il parvient en tirant parti d'une racine de confiance matérielle qui garantit que le code non autorisé, hein, c'est pour ça que là on peut faire du code arbitraire, hein, soit local, soit à distance. Le but c'est d'empêcher le code non autorisé tel que les logiciels malveillants UEFI qui veut dire Unified Extensible Firmware Interface, hein, de prendre racine, donc de s'installer avant le lancement du loader, hein, du chargeur de démarrage Windows. La clé pour protéger l'hyperviseur, par extension. Alors l'hyperviseur, on parle d'hyperviseur parce qu'en fait, oui, vous le savez peut-être pas, mais si votre Windows est bien configuré, il y a une couche de Windows qui est émulée, qui est comment dire virtualisée, hein, tout simplement. Ok? Il y a une bonne partie de votre système d'exploitation qui est virtualisé pour les protéger contre justement des attaques au niveau de la gestion du système SSM et au niveau des menaces en bas niveau. Je vous ai dit qu'un très haut niveau de sophistication ont commencé à s'attaquer en bas niveau. Eh ben, c'est ce qui est en train de nous arriver. Donc un mode d'exécution dans les processeurs x86 qui s'exécute à un privilège effectif plus élevé que l'hyperviseur. Si vous arrivez à faire ça, vous arrivez à faire du jailbreak, hein. On, on virtualise justement le Windows pour le protéger. Si j'arrive à exécuter du code, eh ben je casse ce principe de compartimentation, de containerisation. Donc je peux commencer à attaquer le système d'exploitation. Donc ces fichiers sensibles. Donc en raison de son accès traditionnellement connu pour accéder au système d'exploitation et au matériel, ça c'est le SSM, et sans entrave à la mémoire et aux ressources des périphériques, hein. SSM est particulièrement vulnérable aux menaces telles que les attaques d'adjoints confus, donc en anglais c'est un peu mal traduit, c'est ce qu'on appelle du confused deputy attack, c'est exactement ce qui se passe, dans lequel un code malveillant trompe un autre code avec des privilèges plus élevés pour effectuer certaines activités, hein. Donc vous voyez, c'est toutes ces attaques de bas niveau, hein. Il y a une centaine de vecteurs d'attaque différents en bas niveau, mais c'est toujours la même technique dans le sens où on essaye de tromper, hein, d'exécuter du code à la place d'autre chose, et d'exécuter du code pour effacer une partie de la mémoire, etc., etc. Donc on pourrait avoir un code parfait dans SSM,
et être toujours affecté par un comportement comme le trampoline dans le code du noyau sécurisé. Alors là, comment ils l'ont traduit? Ouais, trampolining. Ok. Donc, il y a plusieurs rings, hein. On a le ring 0, ring 1, ring 2, ring 3, hein, et on a le ring 2. Le ring 2, alors, pour vous montrer un petit peu au niveau du ring, que vous compreniez, ça c'est en bas niveau, c'est des coups, c'est comme une coupe en oignon, hein. Et bah, plus vous touchez au ring 0, plus c'est violent. Je vous montre un peu, ça vous parle. Voilà. Bon, c'est un oignon. Donc retenez ça, le ring 3, c'est toute la couche applicative. Ensuite, bah, vous avez vos pilotes, hein, vos drivers, qui sont dans le ring 2 ou le ring 1. Hein, typiquement, bah, les drivers de carte graphique, de vos CPU, de votre carte mère, ça va être du ring 1. Ok? Les périphériques de ton imprimante USB, de ta souris, de tes haut-parleurs et tout ça, ça va être du ring 2. C'est moins critique. Ok? Et après, on a le ring 0. Hein, donc on voit ce principe de privilège, celui qui a le moins de privilèges, et plus on va au centre, hein, c'est comme si c'était la Terre, hein, on a la magnétosphère au centre, et ben ça c'est le noyau, le kernel, et c'est le ring 0, c'est celui qui a le plus de privilèges. Donc le but quand on attaque, en fait, c'est de passer d'un ring à un autre, hein, pour avoir de plus en plus de privilèges, hein. Une escalade de privilèges, mais cette fois-ci pas dans la couche applicative qu'on utilise et que j'appelle volontairement, hein, c'est le userland, hein. On va essayer de quoi? Bah, d'attaquer le kernelland, hein. Donc, vous voyez maintenant la différence. Vous utilisez votre ordinateur, vous êtes là, la couche applicative, le userland, le user space, hein. Le plus critique, c'est le kernel space, le kernelland, qui est au centre, hein. Donc, le but d'un attaquant, ça va être de passer d'une couche, hein, jusqu'à arriver au kernel, et à partir de là, on peut faire quoi? Des kernel exploit, exploiter le noyau. D'accord? Donc c'est tout le temps ce même type d'escalade avec différents vecteurs. Donc le ring 2, maintenant vous le savez, c'est quoi? Bah, c'est celui qui est quoi? Qui est ici, hein, device driver, est utilisé par les fabricants de PC, hein, les OEM, pour interagir avec du matériel tel que la RAM NV, émuler des fonctionnalités matérielles, gérer des interruptions matérielles et d'autres fonctions, hein. Typiquement, pour faire fonctionner vos pilotes, et les pilotes gèrent quoi? Gèrent le matériel. Comment ils gèrent le matériel? Bah justement, via des fonctionnalités matérielles, via des interfaces de programmation, en contrôlant la RAM NV qui est intégrée sur vos périphériques et en faisant ce qu'on appelle des IRQ. Les IRQ, c'est des interruptions matérielles. Les IRQ permettent de communiquer avec les équipements, hein, et de d'intégrer, faire des opérations d'interruption au niveau du processeur et des différents périphériques, hein, en fait. C'est comme ça que fonctionne votre ordinateur, ni plus ni moins. Donc le SSM, il s'exécute sur la forme de gestionnaires d'interruption qui sont déclenchés par des minuteries, hein. Je vous ai dit que ça soit au niveau logiciel, hein, je vous ai donné plusieurs exemples comment on pouvait travailler sur quoi? Sur les horloges, hein. Je peux modifier les horloges, je vous ai montré dans les vidéos comment on pouvait grappiller quelques petites performances en travaillant sur les scuders, hein, sur les horloges. Ok? Je peux également changer, hein. Je peux aller dans les réglages 3D. Il y a quoi? Il me dit quoi? Ok, on va taper graphique. Graphique. Putain, ils ont décidé de me faire chier aujourd'hui. Voilà. Là, vous avez quoi? Vous avez une option qui vous dit quoi? Planification de processeur graphique, accélération matérielle, réduire la latence, améliorer les performances. Ok? Ben, typiquement, c'est parce qu'on va utiliser quoi? On va utiliser un autre timer, une autre horloge qui est matérielle, hein. Donc, tout ça, typiquement, on l'utilise tous les jours, hein. Ça permet d'utiliser bah, certains accès mémoire, registres déclenchés par des minuteries, hein. Donc, les pilotes, les téléchargez, vous les mettez à jour, et les services de micro programmes d'exécution peuvent explicitement piéger le SSM pour contrôler certaines fonctionnalités matérielles. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où je fais des attaques de supply chain, ça veut dire que les pilotes EOM ou certains services de microprogrammes d'exécution
vont pouvoir piéger, mais piéger là, cette fois-ci, au sens propre, hein. C'est-à-dire pas s'en servir en tant que héritage pour accéder à certaines fonctionnalités matérielles, mais justement servir du SSM comme un cheval de Troie pour pirater, pas pour utiliser, pirater les fonctionnalités matérielles. Et à partir de vous faites ça, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre escalade? Eh ben, on est en train de creuser. Et en faisant ça, le SSM, on le contourne, et grâce au SSM, on accède au kernel. À partir de là, on peut faire un kernel exploit. Ok. À partir du kernel, je peux quoi? Je peux réécrire les puces de mémoire qui sont sur vos équipements. Et c'est extrêmement grave. Ça veut dire que je peux réinjecter du code malicieux dans ton imprimante. À chaque fois que tu vas démarrer ton imprimante, elle va venir pirater ton ordinateur. Je vais injecter quoi? Un firmware malicieux dans ta souris. Dès que tu branches ta souris, tu utilises ta souris au démarrage, ça vient pirater ton ordinateur, etc., etc. Là, ce qu'on pirate, eh ben, c'est la puce UFI qui est sur vos cartes mères. Donc, dès que vous démarrez l'ordinateur, le malware se charge et le kernel ne peut rien faire. Les systèmes de protection ne peuvent rien faire. Votre antivirus qui accède à la fois au kernel et à la couche applicative ne verra que du feu. Ok? Donc, c'est des attaques très, très, très viscérales. Donc, pour empêcher les attaques sophistiquées de prendre le contrôle du système via SSM, le système d'exploitation doit appliquer ou surveiller le comportement de SSM. Dans le cadre des PC hackers sécurisés via SystemGuard, Intel et AMD ont développé des mécanismes pour isoler SSM du système d'exploitation en appliquant et en signalant les ressources auxquelles SSM a accès. Le problème, c'est quoi? Bah, le problème, c'est que les mécanismes, grâce à cette faille, peuvent être désactivés, tant côté AMD que Intel. Donc les mécanismes qui empêchaient que quoi on puisse s'attaquer au SSM et qui isolaient le SSM du système d'exploitation, eh ben maintenant ils marchent plus. On peut les casser. Ok? Donc on voit tout de suite que c'est violent. Ensuite, dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit que ça gérait aussi la crypto. Hein. Eh ben on va parler un peu de crypto. Hein. On a ce principe de clé et de certificats. Hein. C'est ce qu'on appelle les certificats de confiance, en fait. Hein. Donc l'isolement de SSM est mis en œuvre en trois parties. On a les fabricants qui mettent en œuvre une stratégie qui indique à quoi ils ont besoin d'accéder. Le fournisseur de puces applique cette politique au PMI. Là, c'est Inside. Et le fournisseur de la puce signale la conformité à cette politique au système d'exploitation. D'accord? Donc, les OEM définissent les besoins au niveau des accès. Là, on a Inside, hein, qui permet quoi? Bah, qui permet de gérer les politiques de sécurité. Qu'est-ce qu'a fait Inside? Bah, ils ont fait un audit de sécurité dans leur puce, dans leur logiciel, et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de quoi? Bah, de vendre leur puce à tous les OEM, et tous les OEM, après, ils font quoi? Eh ben, ils sont compliant, hein, au niveau des règles de sécurité. Ils mettent sur le marché leur PC. Mais comme là, il y a une attaque de supply chain, eh ben, en fait, tous les fabricants, ouais, ils ont passé les certifications au niveau de la sécurité, du contrat de confiance, comme dirait Darty, mais tous les PC qui sont sortis d'usine, eh ben, ils sont vérolés. On peut les attaquer. Donc voilà, hein, cette stratégie est validée, appliquée par le mécanisme au niveau des fournisseurs de chipsets. Hein, et bah voilà, votre BIOS UEFI, c'est un chipset. Le CR, c'est un ordinateur dans l'ordinateur, comme je vous l'ai dit. Ok. Donc on a ce fameux racine dynamique de confiance, des RTM, je vais pas tout lire parce que voilà, ça permet voilà de consolider les exigences en termes d'isolation au niveau du SSM. Mais on a le verrouillage de la configuration de la page SSM, les plages statiques, le MSR, hein, les entrées-sorties et l'état du processeur. Le problème, c'est que bah, il y a plus de verrouillage au niveau de la configuration de la page SSM. Avec le Stack Overflow et le pointeur qui foire, on peut réécrire la configuration, débloquer le verrouillage. On a accès à toutes les pages statiques. On peut réécrire le MSR, ça veut dire qu'on accède au registre, on peut modifier les valeurs qui sont stockées dans le registre, accéder à toutes les entrées-sorties de votre ordinateur. Ça veut dire qu'on peut désactiver toutes les sécurités. C'est pour ça que c'est une faille 0D. C'est extrêmement, extrêmement violent. Je vous mettrai le reste, hein, je vous laisserai lire, comprendre un peu comment ça fonctionne, hein, au niveau des tables, les handlers. Je vous en ai parlé un peu dans mes précédentes vidéos, mais c'est tout ça hein, qui est corrompu parce qu'on peut faire un stack et un buffer overflow, donc réécrire les pointeurs d'instruction, etc., etc. Là, la version d'AMD,
Ok, donc allez lire hein, si vous voulez creuser. Voilà comment ça fonctionne, le fameux shield. Bah, on a contourné le bouclier, donc il devrait changer de nom, hein, j'ai envie de dire. Et vous voyez que ça touche même les derniers processeurs. Donc c'est extrêmement violent. Voilà, ça c'est tout le blabla, hein. TPM, la plateforme sécurisée. Windows 11 autorise uniquement d'ailleurs le TPM 2.0. Si vous n'avez pas le TPM 2.0, vous ne pouvez pas installer Windows 11. Donc on voit que tous ces mécanismes en fait permettent de faire fonctionner vos ordinateurs, vos systèmes d'exploitation. Et ben là, ils sont cassés. Donc voilà, je vous laisserai lire tranquille. Maintenant, on va voir un petit peu cette partie-là brièvement. Il y a 5 pages sur le manque de sécurité hein, au niveau de la supply chain. Donc, euh, Acer, ma propre marque, s'est fait poutrer de 50 millions de dollars de ransomware. Hein. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'Acer bah, monitore hein, les systèmes informatiques de façon routinière et essaye de défendre hein, contre les cyberattaques. Le problème, c'est qu'elle a pas réussi, hein, s'est fait poutrer. Donc il y a de nombreuses compagnies hein, qui sont constamment attaquées et on voit que eh ben, ça crée beaucoup de problèmes pour les forces de l'ordre et les autorités qui se chargent de la protection des données dans de nombreux pays. Ok? ACR qui raconte qu'ils ont amélioré constamment leur infrastructure et l'intégrité de leurs informations pour hein, mettre en place des best practices, comme on dit, et une discipline au niveau de la cybersécurité, d'être vigilant à toute anomalie sur le réseau. Donc ça, c'est le blabla, le bullshit PR, hein, Public Relation, et on voit que Gigabyte, bim, ransomware, Avaslock, on a quoi d'autre? Vous allez voir qu'Acer s'est fait poutrer. Hein. Donc il y a un gros problème au niveau de la supply chain. Si j'arrive à pirater la supply chain qui produit quoi? Les firmware, eh ben on va injecter des firmware qui présentent des failles, voire directement des malwares, et ça va contourner hein, ce qu'on appelle le LVFS, hein, qui permet de faire fonctionner tout ça. Donc, CVE, MIRT attack, hein, IOC, traces de compromission, technique, échange, red teaming, defense assessment, tout ça c'est le bullshit. Hein, toutes les vulnérabilités au niveau de leur classification, ça je vous avais déjà montré MIRT, hein, comment ça se passe. Les vulnérabilités au niveau de leur classification, hein, je pense pas qu'on puisse zoomer, à mon avis, ouais, non. Voilà. Les CVE, donc ça, c'est les common weakness, hein, exposure, à pas confondre avec les common vulnerability and exposure. Donc pré-OS boot, hein, donc on voit que c'est corruption au niveau du firmware et avant le chargement du système d'exploitation. Donc c'est le pire truc de fils de puterie qu'on peut faire. Ok. Donc local ou par réseau ou adjacent réseau. Hein. Là typiquement, bah, on peut compromettre tout et n'importe quoi au niveau du matériel, au niveau du réseau. Ok. Donc vulnérabilité de votre BIOS UEFI, hein, chaîne compromise. On va distribuer bah, les différentes mises à jour de BIOS, mais chaque mise à jour va être quoi? Bah, va être implantée avec la faille hein, qui va permettre de récupérer. Donc bah, il n'y a plus de root of trust, on casse, ok. Les protections bah, en fait sont mal configurées, on peut les retourner, les casser, et ça va permettre d'injecter dans vos périphériques du code malicieux. Hein. Et après, honnêtement, on ne sait pas désinfecter ça. Hein. C'est parce que vous pouvez réécrire les puces de vos périphériques, c'est pas sûr que le malware disparaisse totalement. Ça veut dire qu'il faut jeter vos disques durs, il faut jeter votre carte réseau, il faut jeter votre souris, il faut jeter votre clavier, il faut jeter tout ce qui est connecté à l'ordinateur. Vous imaginez? À la limite, votre ordi, il faut le jeter. Rien ne garantit que maintenant il est sain. C'est pour ça que je m'énerve, c'est pour ça que je vous fais des vidéos. C'est l'horreur. Ok? Donc bah ouais, on va contourner le secure boot, pardon. On va bah ouais, faire une escalade de privilèges au niveau du SSM. On va pouvoir installer un implant. Généralement, c'est les agences de renseignement qui arrivent à faire ça. Et ben maintenant, c'est Toto le hacker qui pourra faire ça. C'est magnifique. Ok? Donc soit on a du persistant, c'est au niveau des drivers DXE ou du PEI, soit bah, on peut carrément corrompre les drivers qui permettent de faire fonctionner le SSM, et là on a de la persistance. Donc à chaque fois que vous redémarrez, et quand bien même vous allez patcher votre système,
ça va rester à l'intérieur, ok? Ou parfois, c'est juste du shellcode. Firmware, vulnérabilité, hein, donc là, une autre forme hein, au niveau, mais voilà, c'est de la folie. Donc là, je vais pas revenir, mais voilà le problème, voilà comment on peut l'exploiter hein, au niveau des bypass, les résultats, soit j'ai une charge utile persistante, soit non persistante, et l'impact, eh ben en gros, je peux installer de la persistance bien avant le système de l'OS. Ça veut dire que tous les systèmes de défense, les antivirus, tous les scanners de malware, ils pourront rien faire. Ok? Ça survit à la réinstallation de l'OS. Ça veut dire que vous allez réinstaller votre Windows, votre Linux, n'importe quoi. Le malware, il va rester, il est persistant. Et vous pouvez changer de disque dur. Le disque dur, ça change rien du tout. Il est quand même persistant. Et là, vous voyez l'impact. Hein? Eh ben, voilà, malicious peripheral device. Hein. Ça veut dire qu'en plus, je vous dis, votre souris, votre clavier, maintenant, il peut être verrouillé. Ok? Et vous allez changer de PC, vous vous dites, ah ouais, c'est bon, le PC, il a été verrouillé. Change de PC. Vous allez installer votre souris sur le nouveau PC. Ok? Dès que vous allez installer la souris ou votre clavier, ça va à nouveau réinfecter tout votre PC. Donc voilà où on en est les gars. C'est super chaud. Ok? Donc voilà, hein, généralement, bah, il y a des unsigned code blobs, hein, c'est ce que j'ai récupéré. Je vais vous montrer comment les récupérer et comment on va venir les scanner à partir de signatures. Hein. Donc, bah, pour l'instant, Acer est toujours pas là. Merci les gars, vous avez fait vraiment du bon boulot. Et on va utiliser FWhunt, ok, pour détecter tout ça via des règles. Pas Yara, mais un autre type de règle. Ok? Donc voilà. Donc ça va me permettre de vérifier bah, si ça a été patché ou pas. Ok, on va utiliser UEFI R2. Je vais vous montrer comment l'installer. J'ai galéré, j'ai passé 1 heure et demie à installer cette putain de merde à cause des problèmes de dépendance et des bugs de Python. Maintenant, je sais comment l'installer. Je vais vous montrer comment on va faire. Ok, donc voilà les règles Yara. Donc nous, ça sera UEFI Analyzer. Hein. Ça sera pas du Yara. Le LFS, hein, Vince, qui a travaillé justement, qui est le Vulnerability Information and Coordination Environment chez les Américains, qui a travaillé pendant 5 mois d'arrache-pied pour indiquer aux fabricants qu'il fallait qu'ils sortent les doigts du cul. Là, c'est le 6e mois. Et ben voilà. Et il y en a qui ont toujours pas patché les systèmes. Ok. Donc là, c'est au niveau de l'assembleur. Hein, comment bah il y a le downgrade. Hein, euh, Voilà. Et le fameux LVSS hein, qui est exécuté partout en fait. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens, allez lire si vous êtes curieux un petit peu. Il y a différentes sources hein, que vous pouvez aller voir à chaque fois. Thank you, on s'est bien fait poutrer. Ok? Donc voilà, maintenant bah, on passe dans la deuxième partie de la vidéo. Ne quittez pas, je vous montre comment installer le truc pour les plus curieux. Et bah, c'est confirmé, en fait, je n'ai pas les règles à serre. Donc en fait, tous les scans que j'ai fait là, bah, j'ai passé 3 heures pour rien parce que je sais que la faille est présente, mais je peux pas encore la détecter. Voilà, mais ça vous apprendra à comment on travaille en assembleur avec radar, résine, hein, qui permet de faire de la rétro-ingénierie, travailler en très bas niveau. C'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai passé 1 heure et demie à débugger ces merdes. Honnêtement, vous voulez apprendre le Python? Amusez-vous à installer les applications à partir de GitHub. Vous allez vous mettre au Python, moi je vous le dis. Donc, j'ai défraîchi du coup un petit peu le terrain. J'ai réussi à installer euh, UEFI. Hein. Donc là, on va parler un petit peu bas niveau et tout ça. On va voir un petit peu si j'arrive bah, à détecter la faille au niveau déjà des BIOS, pas du BIOS pardon, parce qu'il faudra que je l'extrais, mais au niveau des drivers. Mais on va faire plutôt assez simple en fait. J'ai quelques outils que j'ai plus là pour extraire le BIOS de ma carte mère, mais je sais exactement le BIOS que j'ai utilisé. Donc le plus simple en fait, c'est vous allez sur le site de votre fabricant, vous avez généralement une application qui vous permet de mettre à jour hein, votre BIOS.
Donc moi là, je crois que c'est quelque part par là. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Voilà. Donc j'ai une application et bah, ils font tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Grosso modo, qu'est-ce que fait l'exécutable? Il va venir patcher votre BIOS sous Windows, hein. On a, on va dire deux grandes techniques, hein. La plus dangereuse, c'est de patcher directement dans Windows, hein. Mais maintenant, il y a des mécanismes. C'est pas comme il y a 10 ans où vous aviez vraiment une chance sur deux de briquer votre carte mère et d'en racheter une. Là, maintenant, il y a des systèmes de protection, c'est plus sûr. Mais le meilleur moyen, c'est de mettre ça sur une clé USB, en fait, hein, et de patcher directement à partir de votre BIOS, dans votre BIOS. Si vous avez des PC tours, hein, on est beaucoup plus limité sur les PC portables, à moins d'avoir vraiment du très haut de gamme, type des PC à 2000, 3000, 4000 euros. Mais généralement, c'est plus sur des tours qu'on retrouve ça. Sur vos cartes mères, vous avez un utilitaire qui vous permet de flasher directement à partir d'une clé USB. Honnêtement, c'est ce qu'il faut faire, hein. Ça permet aussi de récupérer la carte mère. Si jamais il y a eu un problème de flashage de BIOS et qu'elle est briquée, vous pouvez booter, faire un call boot, hein, c'est-à-dire sans le système d'exploitation, démarrer à partir de la clé USB et reflasher le BIOS UEFI si jamais bah, éventuellement vous avez eu un problème et que votre PC ne démarre plus. Donc là, typiquement, nous on n'a pas le choix, en tout cas moi chez Acer c'est comme ça, j'ai un exécutable. Mais je veux récupérer quoi? Je veux récupérer l'image, hein. C'est le fichier image du BIOS. Donc la technique, c'est que vous lancez le truc comme si vous alliez l'installer. Là, vous voyez qu'il extrait les fichiers. Il extrait les fichiers et très souvent, hein, sous Windows, qu'est-ce qui se passe? Vous extrayez les fichiers vers temp. Donc là, il me dit que quoi? Que bah, le BIOS est déjà à jour. Ok? Déjà, je sais que c'est la bonne version. Donc moi, c'est la 1.12. Maintenant, je peux feinter le système et il doit y avoir un répertoire. Et là, vous voyez le répertoire. En effet, on a le FD, hein. Le FD, c'est une des extensions qui est utilisée pour le BIOS. Donc là, mon BIOS, vous voyez, qu'est-ce qu'il a? Il fait 12,7 MO. Et au niveau de la signature, non, il est même pas signé. C'est vraiment à l'arrache. Somme, donc là j'ai la somme, ok, sécurité, générale, détail. Voilà, rien ne vous dit que c'est une image, mais c'est bien ça, ok. On, on a plusieurs formats pour les BIOS. Moi, en l'occurrence, chez Acer, c'est un fichier FD, d'accord. Donc ça, je l'ai récupéré. Maintenant, on va passer sous Linux et on va voir un petit peu comment on installe tout ça, hein, grosso modo. Alors, il va y avoir pas mal de manip à faire. On va voir ça ensemble, hein, parce que j'ai bien galéré. Du coup, comme j'aime bien galérer, je sais maintenant ce qu'il faut faire. Donc le premier truc, c'est qu'on va aller récupérer sur le repo GitHub l'outil. Donc en gros, on a trois composantes là. On a ce qui va nous permettre de faire du reverse engineering, donc de la rétro-ingénierie, analyser le firmware UEFI, hein, les GUID. Hein, je vous ai dit que au sein de votre BIOS, en fait, dans le BIOS codé en dur, vous avez les GUID. Hein, c'est des identifiateurs uniques pour vos périphériques. Hein. Ton lecteur DVD, Blu-ray, il a un identifiant. Ton processeur, il a un identifiant. Ton disque dur, il a un identifiant. Tes barrettes de RAM, elles ont un identifiant, etc., etc. Vous l'avez compris, tous les composants, il y en a plus d'une centaine, dans votre ordinateur, à chacun son GUID. Ok? Je vous ai dit que les hackers effaçaient ces numéros d'ailleurs pour être totalement furtifs, hein, ou les remplacer par ceux de d'autres personnes. Hmm. Donc là, on va utiliser une version modifiée de Radar, hein, qui s'appelle Resin, hein, la Resin. Et grosso modo, ça va nous permettre de faire de la rétro-ingénierie. Radar 2, je vous ai déjà montré comment je l'exploitais pour faire un peu de rétro-ingénierie, comprendre en bas niveau, en assembleur, hein, comment on s'imbrique les choses en très bas niveau. Là, ça va nous permettre, à la fois Resin et Radar 2, de pouvoir analyser le firmware
que je vais lui donner. Donc, on va aller sur le GitHub. Et là, c'est un gros bordel, ok? Typiquement, quand vous avez des problèmes, je vous conseille sur GitHub d'aller voir tout le temps hein, les issues, aller voir les closed. Et bah, visiblement, il y a aussi des gens qui avaient beaucoup de problèmes. Mais personne m'a donné la solution. Donc, je vais vous montrer comment moi, sous Kali, je vous conseille d'utiliser un Linux parce que par défaut, vous avez Python qui est préinstallé, vous avez beaucoup de dépendances qui sont déjà préinstallées. Après, c'est à vous de voir. Ok? Donc, je vais le mettre là. Je vais refaire une manip avec vous. Donc, moi, je l'ai installé là. Celui-là, il est fonctionnel. Je vais sortir de là et je vais faire comme si bah, je l'avais pas installé. Donc, on va faire un sudo git clone pour cloner le repo GitHub. Voilà. On va dans UEFI. Alors, premier truc à faire, les amis. On va mettre à jour votre système d'exploitation. Le premier truc à faire, c'est faire un apt update et un full upgrade. OK? Pour être sûr que vous avez bien tout et télécharger toutes les mises à jour et mettre à jour les paquets de votre Kali Linux ou de votre ParrotOS ou de votre Debian, ce que vous utilisez. En tout cas, je ne sais pas ce que vous utilisez à la maison. Pour moi, ça sera Kali. Vous l'avez compris. Donc là, visiblement, il y a des mises à jour. Donc, on met à jour, hein, ça nous évite les problèmes déjà de dépendance et tout ça. Parce qu'il y a deux types de dépendance, hein. C'est ça que vous devez comprendre quand vous utilisez un programme sous, là je vous parle de Linux. On a des dépendances au niveau des paquets, hein. Peut-être que vous n'avez pas certains paquets qui permettent de faire fonctionner une application, hein. C'est ce que je vous ai dit dans mes cours, on va continuer sur Linux, c'est que c'est totalement différent de quoi? De Windows. Vous pouvez avoir une application, mais cette application va avoir besoin de deux autres ou trois autres applications. Et ces trois autres applications doivent être installées pour pouvoir lancer l'application que vous voulez. Et ça, au début, quand on commence sur Linux, on n'arrive pas à comprendre ce phénomène. Et chaque application a ses paquets, hein. Donc, il faut satisfaire ce principe de dépendance. Et après, on utilise des programmes en Python. Python a également ses propres modules, ses propres librairies, avec ses propres dépendances. Il faut également les satisfaire pour pouvoir utiliser le programme sans qu'il y ait de crash, hein, qui puisse se lancer, entre guillemets, normalement. LS, on va aller dans U2. Parfait. Alors, le premier truc à faire, c'est les requirements. Il y a un truc que vous devez faire, on va pas se prendre la tête, on va faire un sudo type .-r install, pardon, -r et on va prendre le fichier requirement, hein. Là, ça permet de satisfaire toutes les dépendances. Voilà, RZPipe, bim, voilà. Et si jamais vous avez le message, il vous le dira là, il vous dira, vas-y, lance sudo python 3-m pipe upgrade, hein, à voir. En tout cas, là, il me l'a pas dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Faut faire un sudo make, ok, sudo make install, pour être sûr. Ok, là, il n'y en a pas besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'on installe les librairies sudo pip 3 install. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut l'usine
Ok, il vous les trouve pas, on va venir le chercher, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Laissez-moi regarder. Alors, il vous faut aussi UEFI R2. Ok, moi c'est déjà satisfait, c'est normal, je les ai installés avant. Ensuite, il faut qu'on récupère justement Resin. Donc, on va aller là-dessus. Alors, il vous faudra à peu près 5 minutes, hein. Il va falloir compiler. C'est pas compliqué, c'est juste que ça prend du temps. Hein. Resin, GitHub. Il va falloir compiler les binaires statiques pour pouvoir l'installer. Hein. Donc, c'est un type Unix, un logiciel de reverse engineering, hein, qui est un fork de Radar 2, donc une version modifiée, et on s'en sert pour faire du désassemblage, analyser des binaires, débugger des programmes. On s'en sert en forensique aussi. Il y a pas mal de choses, notamment un éditeur hexadécimal, et ça nous permet, grosso modo, de lire tout ce qui traite de ces différentes architectures. Hein, on a à peu près une vingtaine voire plus, une trentaine de processeurs, différents langages de programmation au niveau du bytecode, hein, qui est supporté, et ça nous permet de gérer tout ça. Donc, typiquement, quand on va jailbreaker des consoles, le Game Boy Advance, Nintendo, PlayStation, tout ça, on utilise cet outil pour faire de la rétro-ingénierie et trouver une faille, hein. Vous pouvez gérer de l'Android, ça gère beaucoup de choses. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on travaille sur du BIOS UEFI, ok? Donc, on va travailler en bas niveau et je veux extraire justement des informations à partir du BIOS, hein, en utilisant l'autre outil. Mais l'autre outil, il a besoin de quoi? Il a besoin de Resin. Donc, le premier truc à faire, vous allez faire un git clone, ok? Ah, c'est pareil, sudo git clone, hop. Donc là, c'est pareil. Je vous dis, ça va prendre un peu de temps. Je vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait. J'ai passé 10 minutes à compiler le binaire pour que ça fonctionne. Je vais pas le refaire avec vous. Je vais rallonger la vidéo de 10 minutes de plus. Mais vous l'avez compris. Maintenant, on va aller dans quoi? Dans le répertoire, peu importe où vous l'avez mis, dans Rusine, et vous vous retrouvez, hein, avec ces dossiers. Le problème, c'est que, bah, il y a encore rien, hein. Ça n'a pas été compilé, donc vous n'avez voilà, il y a le Mason. Donc on va se servir de Mason, un Mason pour compiler tout ça. Il y a deux trucs que vous devez faire, c'est sudo pip 3 install. Il vous faut Mason, hein, qui est notre librairie Python. Ok, moi elle est déjà satisfaite. Et il vous faut Ninja, pareil, qui va permettre de compiler à partir du Mason. Voilà, c'est déjà satisfait. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous avez juste à suivre l'indication qui est là, hein. Vous allez faire d'abord sudo meson build, ok? Rien de bien compliqué. Pensez à faire sudo, hein, même si vous le dites pas. Première étape, ok? Ça va créer, comment dire, un fichier que Ninja va pouvoir euh, compiler, ok? Ça, c'est le meson build. Après, première étape de compilation avec Ninja, vous faites un sudo Ninja cbuild, hein, rien de bien compliqué encore une fois. Vous faites des copier-coller. Ça va compiler, ça va prendre quelques minutes. Une fois que l'opération est terminée, s'il n'y a pas d'erreur, bah, vous évoluez de façon séquentielle, vous continuez. Cette fois-ci, vous allez faire un sudo Ninja cbuild. Ok? Pareil. Une fois que ça c'est fait, vous avez terminé ces trois étapes, hein, vous sortez de là et vous allez voir que tout simplement vous pouvez lancer Reason. Voilà. Si vous arrivez là-dessus, Save Your Project, ok? Là, je suis dans le programme. Ça veut dire que vous pouvez quitter, pardon, et c'est préinstallé. Du coup, vous pouvez supprimer Resin. Vous n'en avez plus besoin. Il a été installé proprement sur votre Linux, ok? Euh, donc ça, vous me supprimez ça.
RF, Reason, ouais. H, donc, press done. Voilà. Donc, vous vous retrouvez là-dessus. Pareil, vous faites un sudo, quoi, Python 3, setup.py et vous faites install. D'accord? Là, ça va installer tout ce qu'il faut pour que ça soit fonctionnel. D'accord? Moi, je l'ai déjà fait. Une fois que ça c'est fait, en principe, vous pouvez maintenant lancer UEFI R2 Analyzer. D'accord? Vous n'aurez plus de message d'erreur. Sinon, vous allez avoir soit des soucis de dépendance, soit le fait qu'il n'est pas installé et il va cracher le programme Python. Donc maintenant, ça c'est vraiment pour les dépendantes, hein. Maintenant, on va voir comment l'utiliser. Donc moi, je suis dans un autre répertoire. Je vais supprimer celui que je viens de créer pour l'exemple avec vous. Je vais retourner dans Arsenal et là, j'ai l'autre UEFI R2. Voilà, donc on le lance avec un sudo Python 3, on va travailler en bas niveau, donc élévation de privilèges, et le script qui s'appelle UEFI Analyzer. Ok? Là, il vous dit, bah écoute, tu peux analyser l'image, tu peux la scanner. On va commencer par un scan. Image, je crois, de mémoire. Voilà, il y arrive. Il extrait la fameuse NVRAM qui utilise la faille pour la réécrire. On sait que c'est une architecture 64 bits. On a l'EFI qui permet de gérer l'UEFI. C'est un PE, Portable Executable 32 bits plus. C'est une architecture 64 bits. C'est bien un processeur Intel. Là, c'est AMD, mais ça veut dire que c'est un processeur 64 bits. Donc, il arrive à extraire les données à partir du fichier Covini 112 FD. Ok, donc là, ça, c'est deuxième étape, ça a l'air de marcher. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des règles, hein, puisque pour détecter cette faille, il me faut des règles qui ont été déjà écrites par d'autres, hein. Donc ça, c'est UEFI R2, hein, c'est ce qui permet d'analyser le firmware de votre BIOS UEFI. Ça, c'est cool. Mais maintenant, il nous faut les règles. Les règles, on va venir les récupérer. Donc ça s'appelle FW Hunt, hein, firmware Hunt, grosso modo. Pareil, je remplace. Et putain, il fait pas le copier-coller, comme par hasard. C'est pas grave. Alors, FW Hunt, GitHub. Donc c'est la société que je vous disais, hein, Binarly, là, les Russes qui ont découvert la faille. Voilà, hein. Donc Binarly Firmware Hunt, ce sont des règles, hein, qui ont été formatées pour détecter les vulnérabilités qui ont été découvertes dans le firmware UEFI, hein, le BIOS. Donc pareil, on va cloner le repo, ce répertoire, faire un git clone. Voilà, sur FW Hunt, on va aller dans FW Hunt et là on a les rules. Ok, on a quoi dans rules? Ok, donc c'est des fichiers typiques. Alors on voit inside, Intel SA, il y a plusieurs YML, il y a plusieurs rules. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà, en fait, ça c'est des règles écrites, hein. Donc on a tout ce qui est métadonnées, hein, c'est toutes les informations concernant la faille, hein. Donc là c'est la CVE 2021 3452. On a le numéro de vendor, LEN. On voit que c'est bien une vulnérabilité, hein. Là, typiquement sur les processeurs Lenovo, hein. Donc il faudra malheureusement que c'est votre fabricant crée ces règles pour pouvoir les détecter, hein. Pour l'instant, visiblement, je crois qu'il y a HP qui a fait du bon boulot. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois. HP et Insight, hein. Donc moi, je vais tester, même s'il y a de fortes chances que, comme c'est un Acer, bah ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave. Je vais quand même tester, faut pas se laisser abattre. On va prendre tout ça, on va voir un peu. Je vais regarder un peu le README, qu'est-ce que ça raconte. Ouais, super bien fait le README. Vraiment, c'est bien expliqué. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors, rules pass. Ok. Et l'image passe. Donc, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul. J'ai envie de lui dire, Virus 55, viens voir ma vidéo, hein. C'est pour ça que je la fais. Le rules, ouais, on va te mettre règle par règle. Ça m'a l'air
En même temps, tu peux pas scanner plusieurs règles. Ok, donc là j'ai ma règle et j'ai quoi? Le combiné? Putain, c'est ça. Oh, faut scanner règle par règle. Bon, ok. Donc là 2017, c'est pas détecté. Voilà, supprimé. On va faire séquentiellement. C'est une usine à gaz, mais tant pis. C'est le seul moyen de savoir pour l'instant. Donc toi, tu dégages. On passe à Intel SA. Intel. Non. Euh, US, USB. Intel. No threads. Plutôt RAM, USB, Intel. Au revoir. Alors, suivant. USB, RT, no thread. On va faire l'autre vite fait. SW, USB, no thread. Et RM, USB. Ok, USB. Ok. Qu'est-ce que j'ai? On va tester le ThinkPad, mais j'ai pas de ThinkPad, je vois pas pourquoi ça marcherait. Mais on va tout tester par sécurité. No thread detect, ok. Ensuite, on a quoi? On a les deux BRL. On va commencer par BPSA. No thread detect. No thread detect. Qu'est-ce qu'il me reste? Plus grand-chose. HP, je vois pas pourquoi je vais tester Inside, puisque moi je suis pas HP. Ah putain, ça casse les couilles. Donc. Et point, on repart. Je vais donner le chemin absolu. Donc tu vas aller chercher dans Inside. Ouais, il y a Berly 2021-08. Ok, la 09. Bon, pour l'instant, il me détecte rien. Ça veut dire qu'il faut que Acer sorte, fasse le nécessaire. Je me voile pas la face, ça veut pas dire que mon BIOS est protégé. Loin de là. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas les règles pour détecter la menace. Il n'y a pas de 14? Comment ça se fait? C'est quoi ce délire? Il n'y a pas de 14 d'abord. Ok. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Jusqu'à 31. Putain, on n'a pas fini. Ah, la cybersécurité, c'est vraiment de la balle, hein, moi je vous le dis. Comment ça, no check, motherfucker? Attends, erreur check image. Ah, ok. Donc, machin. Je crois que je vais créer un script pour automatiser parce que là, c'est une usine à gaz. On fera pas ça ce soir, je vous le dis.
Ouais, pour l'instant, ouais. Bon, bah, je ferai une nouvelle vidéo quand Acer aura donné les règles de détection. Pour l'instant, il n'y a rien. Je la baise. On a tout fait. On a tout fait, je crois. Ouais, je suis allé jusqu'à 31, c'est ça? Ouais, on a tout fait. Ok, donc je suis bien de la baise. Dégage. RMRF. Ok. Bah, ici, je vais faire HP. Je suis plus à sacré. Il y a quoi dans HP? C'est HP. Ouais, ouais, majuscule. Bon, il n'y en a pas beaucoup. On va les tenter. Alors, bien les 001. Voilà. On peut être detect. 4, 5, 6, 7. Bon, bah, il faut qu'Acer se sorte les doigts du cul. Merci les gars, merci d'avoir participé. J'ai perdu 3 heures de ma vie pour rien. C'était vraiment très intéressant. Maintenant, je sais utiliser le logiciel. Ah, bah écoutez, je vais recommencer. Je sais pas quand est-ce qu'Acer va sortir faire le nécessaire. Euh, c'est quand même assez inquiétant. C'est des sudos. Ouh, je crois que je vais aller me coucher. Récursif, tiens, dégage. Ok. Bon, bah, en l'état, on peut rien faire. On peut rien faire tant que ces connards de fabricants ont pas fait le nécessaire. C'est bien, on se balade avec des 0D sur nos ordinateurs. Ça fait plus d'une semaine, 6 mois qu'ils bossent hein, pour patcher, et ça fait une semaine que c'est dans le domaine public. Bon, bah voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je mettrai à jour la vidéo dès que j'en sais un peu plus sur cette histoire. De toute façon, c'est en train de me rendre fou. Voilà. Et puis je vais devoir patcher tous les PC de la boîte. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.